Bonjour à toi, cher spectateur, et parlons de ce qui était, à mes yeux, l'un des films que j'attendais le plus cette année, que j'attendais déjà un petit peu l'année dernière, parce qu'à la base, il était donc prévu de sortir en octobre ou novembre de l'année dernière, mais il a donc été décalé, je ne vous réindique pas le contexte, voilà, vous le connaissez par cœur. Voilà. Mais donc on va parler de Last Night in Soho, nouveau long métrage d'Edgar Wright. Techniquement, deuxième long métrage de l'année 2021 d'Edgar Wright après le documentaire sur les Sparks Brothers. L'histoire, je vais essayer de faire ça très simplement. En gros, on va suivre Héloïse, qui est une jeune fille de la campagne anglaise, qui va débarquer à Londres pour faire des études de styliste dans le monde de la mode. Et là-bas, en emménageant dans son nouvel appart, il va commencer à se passer des choses étranges. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez un petit peu ce que c'est, mais pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, c'est bien de garder un petit peu de mystère autour de ça. Pour en parler avec moi, j'ai pas eu à lui proposer, parce que spontanément, à l'entrée de la séance de Last Night in Soho, il est venu me voir et il m'a dit « Est-ce qu'on peut faire la vidéo ensemble ?» Bien évidemment, je n'ai pas refusé l'opportunité de pouvoir parler d'un film d'Edgar Wright avec Mathieu. Ah, mais c'est un plaisir. Bah oui, pour moi aussi, tu le sais bien. Oui. Comment vas-tu? Je vais bien, toujours le masque évidemment, là en ce moment c'est les Utopiales et j'en profite, si jamais vous êtes sur Nantes, profitez-en de ce festival, c'est extraordinairement chouette et ça aussi, je trouve que Last Night in Soho c'est extraordinairement chouette, donc nous sommes dans la bonne thématique. Ah là là, on est dans la bonne thématique. Ouais, comment résumer ça? Last Night in Soho, c'est un film qui date d'il y a un bon petit moment visiblement pour Edgar Wright. Il avait commencé à écrire le film il y a maintenant quasiment 10 ans. Il a vraiment commencé à se plonger dedans suite au succès de Baby Driver et il a recommencé du coup à s'intéresser au projet. Ça a toujours été un petit peu présent dans le cinéma d'Edgar Wright de vouloir aborder le cinéma de genre, de vouloir créer un film tout simplement qui rend hommage à toute une sève cinématographique qui l'a beaucoup influencé, et même si on regarde ses précédents films... À une certaine époque. Tout à fait, exactement, tout à fait. Oui, c'est un grand amoureux des années 60 et je crois qu'il avait encore envie de nous le montrer, même si on ne l'entendait déjà pas assez dans ses précédents films au travers des bandes originales et des morceaux qu'il mettait. Donc voilà, c'est un film qui lui tenait à cœur. C'est un film sur lequel j'avais placé beaucoup d'attentes personnellement parce que Baby Driver, c'est personnellement l'un de mes meilleurs films actuellement de tous les temps. J'ai vraiment une estime très particulière pour ce long métrage qui a un goût et une saveur qui, je trouve, est complètement unique. Et lorsque je l'ai vu en salle, ça a été une énorme claque et ça reste encore aujourd'hui une énorme claque à chaque fois que je le revois. Je crois que je vais rebondir là-dessus. Allez, vas-y, rebondis un petit peu là-dessus. Moi, j'ai un petit souci avec Baby Driver et Last Night in Soho a réussi à le corriger. Mon petit souci avec Baby Driver, c'est que le réalisateur est un génie, c'est un virtuose, et le problème de Baby Driver, c'est que ce film était au service de sa virtuosité, tandis que dans Last Night in Soho, c'est la virtuosité du réalisateur qui est au service du film. Et ça fait toute la différence, et c'est ça ce que je préfère. Parce que Baby Driver, j'attendais en fait, bon allez, montre-moi la nouvelle beauté, la nouvelle réussite que tu vas faire à chaque scène. Tandis que là, dans Last Night in Soho, je me disais, très bien, immerge-moi dans cet univers qui est à la fois fantastique, réaliste et aussi rétro. Donc là, franchement, c'était une meilleure composition, c'était une meilleure cuisine, un meilleur plat pour moi. Oh là là. Bon bah, je n'attends pas plus, je me tourne tout de suite vers toi. Avec ce que tu viens de m'introduire, j'imagine que tu as beaucoup aimé Last Night in Soho. Ça ne s'était pas encore remarqué, mais si, ce film, il est bon, il est très bon. Alors, évidemment, on le disait en off, alors toi tu as trouvé que c'était un bon film, mais que ce n'était pas le plus intéressant de la filmographie d'Edgar Wright. Pour moi, justement, c'est un mouvement, un pivot dans sa filmographie. Alors, je n'ai pas encore vu le documentaire sur les Sparkles, mais pour moi, je pense que ce film-là, c'est un petit peu comme avait fait, James Wan avec son dernier film. C'est un film pour dire, très bien, je suis allé à fond dans un style, maintenant je vais me reposer sur mes effets de style précédents, et je vais essayer d'explorer une nouvelle partie de ma filmographie. Et là-dessus, je crois que c'est la première fois qu'il aborde un drame, vraiment d'un côté non loufoque. Puisque, bien sûr, la trilogie de Cornetto, à chaque fois, c'était un élément sérieux qui était traité par la dérision, mais avec un second degré, un humour typiquement anglais. Là, par contre, au contraire, c'est bien un drame qui est vu comme un drame, et là, il va jusqu'au bout de sa démarche, afin de ne pas y faire de gags. Les moments qui sont heureux ou les moments qui sont joyeux sont faits parce que ce sont des moments réalistes de bonheur.
tandis que les moments dramatiques restent dramatiques jusqu'au bout. Et ça, je trouve que c'est très rafraîchissant lorsque on a une filmographie justement sur beaucoup de second degré. Donc voilà. C'est très intéressant comme point de vue, j'aime bien. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi du coup, comme tu l'as évoqué, je trouve que en fait c'est un film qui est bourré de super idées, qui est vraiment très intense, qui a une mise en scène toujours aussi folle. Enfin, ça m'étonne pas de la part d'Edgar Wright et tu l'as déjà précisé. Voilà, c'est un génie et c'est un virtuose. Je ne peux pas faire ça. Exactement. Mais je trouve que bizarrement, c'est pas le film sur lequel je vais tant que ça me reposer en termes d'analyse, parce que c'est un film qui parle de lui-même. C'est un film qui est très esthétique, c'est un film qui montre ouvertement ses références, c'est un film qui assume ses références parce que c'est son objectif, de dire j'aime ce cinéma et j'ai envie que ça se ressente à l'écran. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci et vraiment le film est beau et vraiment intense. Mais bizarrement, je trouve que derrière, quand tu as fini ta séance, je trouve qu'il n'y a pas assez de ressorts qui font que tu peux te permettre de prendre du recul et d'analyser le film. Je dis pas que Baby Driver était pas exactement dans la même optique, mais Baby Driver avait pour moi cette intensité de vécu et de ressenti spontané qui fait que tu n'as pas envie de l'analyser et qu'après, même si tu veux l'analyser, tu vas toujours revenir sur le côté extrêmement fun du plaisir de voir un petit peu tout se rythmer au fur et à mesure que la musique avance, etc. Ce qui, ça pour moi, est un plaisir qui englobe totalement le métrage. Ici, c'est pas le même type de plaisir, c'est un plaisir beaucoup plus visuel, beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus vif, qui va vraiment se traduire sur l'instant. Et pour autant, je trouve que au bout d'un moment, ça devient un petit peu redondant, ça se répète un peu, mais ça on en parlera dans la partie écriture et notamment dans une petite partie spoiler qu'on se permettra. Mais je trouve que la dernière partie du film est assez laborieuse et n'arrive pas à se tenir uniquement par le biais de ses retournements. Et ça fait que du coup le film ne gagne pas une profondeur que j'attendais quand même un petit peu de la part d'Edgar Wright, qu'il trouve toujours à la fin de ses films. Tu prenais la trilogie Cornetto comme exemple, la trilogie Cornetto elle est géniale parce que tu l'as appuyé, il y a des accents dramatiques. Mais ces accents dramatiques viennent souvent très tardivement au sein de ces œuvres-là, parce que le but c'est avant tout de faire rire, et ensuite quand on amène l'élément dramatique, ça sert presque de retournement final pour amener une certaine émotion qu'on n'attendait pas dans ce genre d'œuvre. Et je trouve qu'il manque ça au sein de Last Night in Soho. Et c'est un petit peu dommage, mais pour autant, c'est voilà, ça reste quand même très intéressant et t'as appuyé beaucoup de points positifs. Et pour moi, ça reste quand même un film qui est bourré de points positifs. Avant tout. Je crois que je vais pouvoir répondre sur cette dernière partie, sur donc la fin de Last Night in Soho. Mais pour ça, je pense qu'il faudra qu'on soit dans la partie spoiler. On va se garder une partie spoiler en fin de scénar. Donc, abordons tout de suite le scénario. Donc, à la base, basé sur une idée d'Edgar Wright, qu'il a ensuite réécrit avec Christine Wilson Cairns, j'avais pas envie de me planter au niveau de son prénom, qui est également la co-scénariste de 1917. Et j'ai appris qu'en fait, elle avait écrit Last Night in Soho avant d'écrire 1917. Ce qui est assez surprenant parce que voilà, il y a quand même des choix dramatiques qui sont assez intéressants et qu'elle choisit aussi de mettre en place dans Last Night in Soho, qui ressemble un petit peu à ceux de 1917. En termes d'écriture, je trouve le film dans sa globalité très immersif en termes d'écriture. C'est vraiment un film qui choisit de se baser un petit peu sur des aspects très archétypaux et caricaturaux du genre, sans pour autant faire en sorte que dès le début on se dise « Ok, ça va péter mon immersion, je sais déjà dans quelle direction va cette jeune fille, point barre. » Parce que c'est un petit peu la même trame qu'on a pu avoir, j'en sais rien, mais si je devais prendre un exemple, Luca Guadagnino, dernièrement, lorsqu'il a fait son Suspiria, son remake de Suspiria, il avait un peu la même trame narrative en choisissant de baser un personnage qui est un petit peu enfermé dans sa petite bulle et qui avance. Et de toute façon, ça c'est un schéma dramatique qui est de toute façon très copié et recopié par beaucoup de réalisateurs lorsqu'ils ont envie réellement d'immerger le spectateur. Je veux dire, tu prenais l'exemple de Malignant dernièrement, Malignant a exactement cette même structure, de choisir un personnage, de l'enfermer dans sa petite bulle et de la culpabiliser alors qu'on sait très bien qu'elle est innocente ou des petits trucs comme ça. Pour autant, c'est Hitchcock, hein, c'est le côté très Hitchcockien. Non mais oui, t'as raison de l'appuyer là-dessus. C'est une des premières références d'ailleurs que Edgar Wright cite au sein de son film, à travers des effets de miroir, à travers des jeux, mais ça on en parlera plus dans la mise en scène. Mais en tout cas, en termes d'écriture, je trouve qu'il arrive bien à nous immerger dans son récit et qu'il arrive bien à nous faire comprendre les enjeux de son personnage dès le début, sans pour autant les surappuyer. L'écriture. Es-tu prêt pour un énigme pour un cinéphile? Vas-y, envoie-moi ça. Il se trouve que ce film-là est, je crois involontairement, un remake d'un autre film.
Et ce film, c'est Top. Je suis un film américain réalisé par un cinéaste français. Cinéaste français qui était arrivé aux États-Unis, justement, dans le cadre de New French Extremism. Je suis un film d'horreur qui a pour tête d'affiche une actrice connue pour avoir reçu la plus haute distinction et la plus basse distinction aussi, la même année. Je suis. Gojira de Mathieu Kassovitz? Non, comment ça s'appelait? C'est pas Bah, ça? en fait, c'est la vraie raison, c'était Gothica. Gothica, c'est Mathieu ça, pas Kassovitz. Gojira. Mais tu l'as bien trouvé et bien joué. Eh ben, effectivement, parce que c'est vrai. je vais vous expliquer. Gothica, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un film donc américain dans lequel Halle Berry est une psychiatre qui est confrontée à des personnes qui ont des troubles mentaux. Et suite à un accident, elle se retrouve à avoir des visions et à voir des fantômes qui parfois la manipulent. Or là, dans Last Night in Soho, justement, une chose qu'on n'a pas tout à fait dite, le personnage d'Héloïse a un don de médiumnité qui lui permet de voir sa mère décédée, mais aussi, lorsqu'elle est dans l'appartement qu'elle occupe en tant qu'étudiante, elle arrive à voir certains fantômes, en particulier des visions des années 60, dans lequel, justement, elle voit une jeune femme, elle aussi, aborder la City de Londres, comme elle l'a été. Et il se passe donc des choses dramatiques. Là, par contre, je n'en révèle pas plus, ça sera peut-être dans la section spoiler, mais ce que je voulais faire remarquer, c'est que justement, on a là aussi un personnage de Last Girl qui est à la fois une enquêtrice, il y a du côté paranormal, il y a une question d'enquête sur le passé, et il y a un retournement final, justement, où les personnages qui étaient censés être protecteurs se retrouvent être plus complexes que ça. Et je m'arrêterai là, évidemment. Donc, je pense que c'est un remake involontaire, parce que, en fait, je crois que Last Night in Soho, comme Gothica, participe en fait d'un même mouvement sur la question justement de la place des femmes dans la société. Évidemment, il y a le côté, ce sont des femmes qui essayent de s'émanciper, qui essayent de gagner leur vie et qui essayent d'aborder un métier justement où elles seraient dirigeantes. Donc, c'est en rapport avec les difficultés qu'ont effectivement les femmes dans nos sociétés, y compris occidentales, à pouvoir justement trouver leur place dans un univers qui n'est pas toujours ouvert à leurs compétences. Et en même temps, il y a toujours ce rapport entre la féminité et le surnaturel qui est présent ici. Et en particulier, on y remet des thématiques, puisque les femmes ici, ils sont aussi victimes de la violence des hommes. Alors, des fois, ça peut m'emmerder quand c'est un côté un peu trop woke, mais là, justement, c'est bien abordé parce que ce n'est pas une question, justement, tous les hommes sont des salauds, toutes les femmes sont des victimes. Il y a plus de nuances que ça, et même on voit que la souffrance peut être universelle et demande une question de rédemption. Et c'est ça ce que j'ai apprécié en particulier à la fin, c'est que on a tout un arc de rédemption. C'est un thème qui me plaît énormément, qui m'intéresse énormément. C'est pour ça que justement cet arc-là final, si toi il t'a semblé un petit peu mou, un petit peu difficile, un petit peu... Je dirais pas mou, mais on en parlera plus dans la partie spoiler, mais je vois ce que tu veux dire. Pour moi, au contraire, ça allait jusqu'au bout, puisque là, on avait une conclusion de l'ensemble des arcs narratifs en un seul point, et je trouve qu'au niveau scénario, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, cette façon de conclure et de donner un point final à une histoire. Donc moi, j'étais très très content de voir au contraire que cette écriture était une écriture très professionnelle, à la fois organique, dans le sens où on ne voit pas tout le temps les grosses ficelles qu'il peut y avoir, parce qu'elles sont nécessaires dans un scénario, hein. On ne peut pas faire un film sans justement faire des ellipses ou faire des points de liaison entre éléments, mais justement tout ça converge vers un bon endroit et donne à la fois une bonne morale, parce que ça c'est important aussi, de ne pas avoir un film qui nous fait remarquer notre vie est nulle et à la fin on va tous crever. Au bout d'un moment, le nihilisme, ça suffit. Et au contraire, c'est du positif. On sort grandi, je pense. Et c'est ça ce que doit être un bon film, une bonne histoire artistique. C'est justement, ça va tirer les gens vers le haut. Et je pense que ce film-là le fait. Ah, c'est bien résumé. Moi, j'aime bien. J'aime bien ton regard sur le film. Il est très intéressant. Mais ouais, t'as raison sur plein de points. Alors, j'avais pas vu le remake caché de Gothica.
j'avoue, parce que c'est vrai Involontaire, que... plutôt. Involontaire plutôt, pas caché, parce que je pense que Edgar Wright ne se permettrait pas de cacher ce genre de choses. Oui. J'espère que Mathieu Kassovitz le prendra pas mal, bien évidemment. Non. Mais en tout cas, ouais, ton point de vue est vachement intéressant et je trouve que notamment le regard autour des femmes, de la maltraitance, du fait qu'elles ont envie de s'émanciper un petit peu d'un certain monde, etc. Enfin, c'est hyper bien foutu là-dessus et le scénar a un message qu'il essaye très très bien de faire passer et je trouve ça très élégant de la part de Edgar Wright et Wilson Kers de réussir à amener ça au sein d'un scénar parce que c'est vrai que c'est une thématique qui est de plus en plus abordée aujourd'hui au sein du cinéma et on avait déjà eu l'occasion d'en parler par le biais de Titan ou par le biais d'autres films qui traitent très très bien de cette thématique-là. Et après, bon, on va tout de suite aller dans la partie spoiler pour évoquer un petit peu certaines thématiques qui sont plus intéressantes. Donc, comme d'habitude, je vous mets le timecode où on arrête de spoiler. En fait, le film, pour moi, perd un petit peu de sa vivacité à partir du moment où Sandy meurt. Aux yeux, bien évidemment, d'Héloïse, parce qu'on sait derrière, voilà, on le découvre par le biais de la fin que Sandy n'est pas morte et que, en fait, c'est celle qui héberge Héloïse depuis qu'elle a emménagé et changé d'appartement. Mais je trouve que le film perd de sa puissance à partir de ce moment-là parce qu'il se transforme en une espèce d'enquête qui, je trouve, est pas toujours très subtile et qui, surtout, fait perdre un petit peu de sa vivacité d'esprit à, ensuite on l'évoquera, une grande partie de la mise en scène d'Edgar Wright, qui avait réussi pendant 1h20 à trouver des super effets, une super mise en scène, à trouver quelque chose de très explosif et de très intense. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu as la sensation qu'il y a une espèce de blocage et tous les effets qui vont suivre se ressemblent et se répètent. Sans pour autant que ça perde de sa vivacité, parce que y a des super idées de mise en scène, et je trouve par exemple que cette scène de librairie est très intense, et qu'elle est vraiment très bien amenée. Et après, un autre point sur lequel vraiment j'ai de grosses réserves, j'avais gaulé très rapidement que Sandy c'était celle qui hébergeait Héloïse. Moi, je t'avoue qu'en fait, pour moi, tu pouvais pas mettre Diana Rigg juste pour ça, et surtout, je me suis dit, c'est quand même bizarre, elle dit qu'elle habitait là depuis très longtemps, qu'elle a vu beaucoup de femmes passer, et en plus ça la choque pas que quelqu'un soit mort. Pour moi, il y a une couille dans le potage, donc à partir de ce moment-là, j'ai su instantanément que le personnage joué par Diana Rigg, c'était Sandy, et qu'il y allait avoir autre chose, et qu'on allait découvrir d'autres thématiques. Et après, par contre, un autre point qui sauve beaucoup le film, c'est comme tu l'as évoqué, cette fin. Cette fin rédemptrice où justement il y a ce côté un petit peu Sandy réussit à trouver un certain pardon par le biais du regard d'Héloïse sur elle, et ça par contre cette thématique là comme tu l'as évoqué elle est super intéressante parce qu'elle amène du positif là où on s'attendait à avoir un petit peu une fin fataliste comme c'est souvent le cas dans les giallo. La plupart des giallo ils finissent pas de manière positive, ils sont souvent très négatifs, très pessimistes, très noirs et très durs, et là au contraire voir cette fin très lumineuse où justement il y a ce côté un petit peu qui me fait rire avec cette fin à la Star Wars où vraiment tu as le reflet de Sandy qui regarde Héloïse dans le miroir et qui lui fait un petit clin d'œil, il lui fait un baiser. Enfin, ça a ce côté Anakin Skywalker qui regarde Luke à la fin de Star Wars 6, mais ça fonctionne hyper bien parce que du coup, comme tu l'as évoqué, ça amène du positif dans un genre où d'habitude, quand on arrive à la fin, c'est souvent très négatif. Mais aussi, on pourrait voir, là tu évoques le cinéma italien avec le giallo, mais si par contre ça avait été dans un cinéma américain, là par contre ça aurait été une idée avant tout de punition ou de vengeance. Or là justement, et c'est là ce qui est assez intéressant, parce que normalement les films anglo-saxons, normalement ils ont à peu près une même approche, parce que là, je pense que c'est une approche qui n'est ni de vengeance ni de punition, mais plutôt justement de rédemption. Et je trouvais ça vraiment très très frais. Donc c'est vraiment un film qui ne se permet pas d'aller dans un sens simple. C'est un film qui demande au spectateur de réfléchir. Et vous, qu'est-ce que vous jugez de cette question-là? Parce que en fait, on n'a pas le choix de ne pas juger, vu qu'on est conscient des crimes et des souffrances qui ont eu lieu. Mais en même temps, on a toute la palette d'émotions et de personnages et de leur vie afin de pouvoir juger qui est coupable et aussi est-ce qu'ils ont assez souffert. Exactement. Et je pense cette idée qu'il faut une fin à la souffrance, c'est une thématique quand même qui est assez peu abordée. Là, je n'ai pas d'idée en tête de film qui est abordé cette thématique-là comme ça. Oh, si, t'as dû en avoir, même si on veut rebondir sur le côté un peu James Wan, dans Les Sceaux, t'as un petit peu cette idée-là qui est abordée au travers de la souffrance des personnages, même si c'est beaucoup moins subtil et beaucoup moins fin. Et surtout, c'est à partir de... C'est un tueur en série qui impose cela. Parce que là, par contre,
eux-mêmes qui font ce cheminement. Exactement, mais c'est vrai que tu avais déjà cette thématique-là, mais après elle n'est pas abordée de cet angle-là. Tu fais bien de l'évoquer, elle n'est jamais abordée de cet angle-là, parce que la plupart du temps, la souffrance doit être abordée avant tout avec un regard négatif, et ensuite ça peut devenir quelque chose de positif en fonction de l'interprétation de chacun. Là, clairement, peu importe les interprétations, on finit toujours par revenir sur ce côté positif et sur ce côté, comme tu dis, rédemption qui fonctionne extrêmement bien. Exactement. Voilà. En termes de mise en scène, donc je vais pas le repréciser, mais tout de même réalisé par Edgar Wright. Allez, vas-y Mathieu, je sens que tu as envie de te lancer. Qu'est-ce que tu as envie de nous évoquer tout de suite? Edgar Wright. D'abord, ce serait la rythmique, parce que évidemment, ce mec-là est avant tout un musicien, je crois. Je crois qu'il a été musicien et même batteur, ce qui fait que justement, il a vraiment l'idée du rythme, et c'est un mec qui, au niveau du montage de la réalisation, justement, joue là-dessus. Baby Driver, mettre des images en concordance avec des musiques, oui, ça y est, c'est la rythmique qui est obligatoire, qui est nécessaire. Et là, c'est un petit peu moins le cas. Mais ça reste toujours avec ces éléments où on voit dans le cadre plusieurs actions qui se font à la suite et qui justement ont une même rythmique, donc tac 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 tac. Ça commence dès le début, hein. Ça commence dès le avec début, avec cette petite danse de la part d'Héloïse rythmée par les petites apparitions des différents noms génériques, qui est quand même très élégant, très subtil, mais qui fonctionne hyper bien. C'est la signature d'Edgar Wright, mais là, pour ceux qui ne le savent pas, la mise en scène, c'est aussi d'arriver à trouver des astuces pour qu'on puisse avoir l'image que l'on souhaite, mais aussi qui ait du sens. Dans le sens où, justement, il faut, par exemple, quand un personnage, on va dire, a une illumination, poum, il y a une lampe qui s'allume à côté de lui, justement, c'est un petit gimmick visuel qui permet de comprendre qu'effectivement, on a passé un cap, on a eu un changement, qu'il y a eu un développement. Et bien, Edgar Wright, ici, développe tout cela avec l'élément le plus emmerdant possible sur un tournage, les miroirs. Des miroirs, il y en a plein. Des reflets, il y en a partout. Et donc là, ce qu'il faut, c'est avant tout cacher la caméra. Bon, on peut l'effacer numériquement, bien sûr. Mais la véritable maestria, c'est d'arriver à filmer un miroir sans qu'on voit la caméra. Et là-dessus, le miroir est l'élément central du film, puisque c'est à la fois l'objet qui réfléchit le personnage, mais qui la fait réfléchir aussi sur ce qu'elle arrive à voir à travers le miroir. Donc ça s'appelle la spéculomancie, le fait de pouvoir voir à travers un miroir quelque chose d'éloigné dans le temps ou dans l'espace. Et là justement, tout ce film est basé là-dessus, puisque elle voit à travers son miroir dans sa chambre d'étudiante, elle voit la vie d'une personne dans les années 60. Et justement, cette personne, dans les années 60, là aussi, il y avait profusion de miroirs. Ils sont partout, et à chaque fois, ils ont un sens. Quand un personnage descend un escalier bordé de miroirs, justement, tu as l'autre qui se reflète et qui la regarde directement. Et l'angle qui se reflète à l'infini quasiment, parce que je pense à la première scène où on voit Sandy descendre et puis on voit Héloïse dans le reflet. Héloïse, elle borde mais tout le miroir, et vraiment, il y a 14-15 reflets d'elle dans le miroir. Et ça, justement, en termes de cinéma, c'est une image qui parle parce que ça signifie quelque chose de plus. Ça signifie, ici on peut l'estimer, que c'est Héloïse qui est véritablement en admiration devant ce personnage, qui pour l'instant est complètement lumineux, complètement pur, et en train de gagner la ville. Donc, on peut le voir aussi comme étant le regard de plusieurs jeunes femmes qui débarquent dans la ville de Londres et qui se disent tout simplement moi aussi j'ai envie d'être comme elle, et moi aussi j'ai envie d'avoir un rôle particulier dans celle-ci, et puis paf, t'en as 15 qui sont exactement pareils, sauf que les 15 elles vont finir exactement comme elle potentiellement, quoi. Donc, image impactante, image réfléchie, montage à l'avenant. Vraiment, c'est ce que je voulais dire au début, c'est un film où la virtuosité est au service du film, de l'histoire. Et j'appuierais en renforçant ça par un travail de la lumière qui est absolument fou sur tout le film, parce que on voit pas le... Alors j'ai plus le nom de directeur de la photo, mais je vais te le retrouver pendant que je vais évoquer le point qui m'intéresse, parce que clairement dans la direction de la photographie ici, ce qui est hyper intéressant, c'est que Edgar Wright ne se limite pas simplement à faire plein de jeux de lumière. Oui. C'est souvent le cas de n'importe quel mec qui a envie de se dire j'ai envie de jouer avec la lumière et de faire un peu de giallo, il y en a plein qui l'ont fait. Mais ici, donc, Chun Hoon-chung, qui est donc le directeur de la photographie de Park Chan-wook, si je dis pas de bêtises, c'est ça, tout à fait. Il a conçu vraiment une photographie qui est très très belle, très soignée, et qui surtout se sert de la lumière pour jouer avec le ressenti émotionnel d'Héloïse.
Et c'est très intelligent parce que ça n'est jamais une lumière qui veut juste faire de beaux effets de couleurs. Genre, je sais pas, je pourrais te citer plein d'exemples, mais il y a plein de réalisateurs dernièrement qui se sont dit j'ai envie de rendre hommage au Diallo, je vais mettre plein de couleurs tout le long du film, plein de couleurs néon. Et par exemple, des Nicolas Winding Refn avec des Neon Demon ou des trucs comme ça font de très beaux effets, mais ont tendance à pas comprendre l'impact que peut avoir la lumière sur l'émotion du spectateur, et du coup s'éclatent à mettre plein de néons partout, et ça va pas avoir de symbolique derrière. Or ici, l'opposition constante du bleu et du rouge, qui sont supposés représenter deux stades émotionnels constants et présents dans la tête d'Héloïse et de Sandy, c'est très très bien foutu de la part de ce directeur de la photographie, parce qu'il arrive à faire en sorte que sur le spectateur, ça ait un réel impact également. Et moi je trouve ça très judicieux et très intelligent, parce que du coup on n'est plus uniquement sur de l'effet de style pur et dur, mais on revient sur ce qui fait l'essence même pour moi du travail d'Edgar Wright en tant que cinéaste et en tant que cinéphile. C'est un amour profond du cinéma et surtout un respect immense pour le spectateur qui va regarder ça. Et le spectateur se doit de s'immerger dans son film, et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il s'immerge dans son film? L'émotion. Et l'émotion, alors là, t'en es bardé du début à la fin dans tout le film. Je veux dire, t'es constamment plongé dedans. Il y a des moments où moi j'étais comme ça, accroché dans mon fauteuil, je me disais ça va pas bien, qu'est-ce qui va se passer, Et ça va avec plein d'autres idées de mise en scène. Je pense à cette idée absolument géniale de vouloir créer des faux Slenderman avec ces hommes terrifiants qui vont avoir le visage presque gommé, comme l'évoque Sandy à un moment. Mais cette imagerie-là, elle est très simple, elle fait écho à plein d'autres images qui sont présentes dans l'histoire du cinéma. Pour autant, je trouve qu'elle a quand même quelque chose de neuf, qu'elle a quand même quelque chose de novateur. Et ouais. Ne serait-ce qu'une seule chose, une opposition entre du bleu et du rouge, et non pas entre du bleu et du jaune, qui est le truc qu'on fait malheureusement partout, parce que le et jaune, ça se oppose très très bien, et donc ça fait des images impactantes, mais c'est un impact qui est un peu foireux, parce que là, on a une esthétique qu'on a qualifiée de BD, puisque depuis en gros les années 70, justement, quand il y a une esthétique très bariolé au niveau des couleurs très saturées. On appelle ça une expression BD, parce que justement la bande dessinée fonctionnait beaucoup par aplat, et donc forcément c'est des images enfin, des couleurs qui impactent beaucoup plus. Et d'ailleurs, une grosse partie de la com anglaise du film, c'est basé sur une imagerie très pulp des années 60-70, avec des affiches qui font très vieux magazines ou vieilles bandes dessinées des années 60 et même 50 par moment. Et ça se comprend, parce que justement c'est à la fois un retour à cette source esthétique, mais en même temps c'est avec des mais en même temps désolé, hein, mais c'est donc avec les outils perfectionnés, aussi bien technologiques que justement de la grammaire du cinéma, que Edgar Wright a bien compris. Donc il n'est pas en train de copier bêtement ou de juste rendre un hommage de fanboy. C'est vraiment, il essaye de comprendre quelle était l'essence du cinéma de cette époque-là, et de la vie aussi des personnes qui vivaient à Soho, parce que c'était le quartier chaud quand même de Londres. Maintenant c'est devenu un peu plus boboisé, bon, pour le meilleur et pour le pire, hein, bien sûr. Mais en tout cas, je préfère de loin avoir des bobos dans une ville que d'avoir des macros. Hein. Macros, je déteste ça. Mais tous les esclavagistes je déteste. Mais en tout cas, là-dessus, on a vraiment une réflexion sur le cinéma qui est le passé est mort, mais il a vécu. Je pense que c'est ça, en fait, qui serait au cœur de la démarche nostalgique d'Edgar Wright, c'est que le passé ne doit pas revenir, mais on doit l'apprécier pour ce qu'il a été. Mais de toute façon, Edgar Wright a beaucoup évoqué que son film voulait parler du côté très tentaculaire de Londres, dans le sens où on a tendance à voir cette ville comme quelque chose de nostalgique, et pour autant, elle change tout le temps, constamment, elle évolue, mais on ne veut pas s'en rendre compte, parce qu'on reste attaché au passé. Et c'est très intéressant parce que ça rejoint beaucoup ce que tu évoques, c'est ce côté très rattaché au passé, mais en même temps avec cette nouvelle façade très moderne, très changeante. C'est une problématique qui est assez contemporaine, puisque justement là on a la nostalgie des années 80-90, bientôt on aura la nostalgie des 2000, mais je sais pas si on va pouvoir se rattacher à grand chose d'ailleurs avec la nostalgie des années 2000. Ah bah si, c'était le bon temps, après le 11 septembre, au moins on a arrêté de faire des films hyper patriotiques, on avait des films réfléchifs. C'est vrai, moi, c'est déjà, pas faux. De ce point de vue-là, ça va être intéressant. Moi je suis nostalgique de ça, parce que justement on retrouve actuellement des films où, géopolitiquement parlant, c'est des films complètement cons.
Alors que, bon, ça peut être rigolo, hein, un film cool Ouais. par-ci par-là, Mais pas trop. mais pas quand trop. il y a des Last Night in Soho, faut en profiter aussi. Exactement. Un bon film qui fait du bien à la cervelle, au cœur, aux tripes. Les trois, merde, comment ça s'appelle, les trois passions, donc Les tout trois mince, mamelles du voilà. cinéphile. Ah oui, disons les mamelles, oui. Que ce lait et ce miel coulent. En termes de casting, Oh, déjà oh. Thomasine McKenzie, elle est très très bien dans le rôle d'Héloïse, mais c'est une actrice qui est extrêmement talentueuse et qui je trouve ici brille vraiment. Bon, Anya Taylor-Joy, elle est fascinante. Est-ce De toute qu'on façon- a besoin de dire, est-ce qu'elle a déjà fait un film où elle était pas bonne, Anna Taylor-Joy? Ah, c'est possible, c'est possible. J'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je pense que c'est possible. Mais on pourrait tenter de rechercher, mais il y a forcément un film dans lequel elle a joué où c'était pas ouf. Oui, elle devait avoir, elle devait être mal réveillée un jour ou l'autre, Ouais, c'est mais ça, voilà. sinon, non, Mais sinon, dans l'ensemble, non, elle est quand même très très bien ici. Matt Smith m'en a beaucoup impressionné dans le rôle de Jack. Il Ah a bah. vraiment, mais là, ils ont vraiment utilisé sa gueule. Parce Ça- qu'il a une gueule particulière quand même, Matt Smith. C'est Doctor Who, mais Mais là, là- c'est wouhou. Ouais, là, il est un peu terrifiant quand même, en Ah. Doctor Who. Et justement, c'est un changement à 90 degrés, ce qui permet de voir justement à quel point c'est un bon acteur, c'est qu'il n'est pas confiné dans un seul rôle, un seul type de rôle. C'est que là aussi, comme avec Alan Taylor-Joy, c'est qu'ils ont une palette d'acteurs qu'ils arrivent à très bien exprimer. Exactement. Donc, On peut citer aussi Terence Stamp et Diana Rigg, qui sont tous Oui. les deux vraiment bons. Terence Stamp, bon, de toute façon, dans le film, il est hyper bien utilisé. Je vous révèle Oui. pas pourquoi, mais il est utilisé dans un contre-emploi que je trouve assez génial. Et c'est j'avais vraiment pas vu parfait. venir, Et celui-là. c'est vraiment parfait. Et Diana Rigg, bon, c'est Diana Madame Rigg Peel. à qui le film est dédié quand même, Oui. parce que malheureusement elle est décédée depuis et c'est son dernier rôle au cinéma. Mais vraiment, c'est un très bon rôle. Et ce que j'aime bien, c'est Elle est qu'Edgar partie, Wright, avec les honneurs. Qu'Edgar Wright l'a pas utilisé juste parce que c'est Diana Rigg et Mm. qu'il lui donne un vrai rôle. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ce moment ont tendance à filer des rôles à des gens qui représentent une époque juste histoire de les ramener et de convoquer une époque. Là, Le il caméo, s'est quoi. vraiment servi d'elle Mm. pour avoir un rôle hyper important dans le film et je trouve que c'est hyper bien, c'est très intelligent. On peut citer Michael Adjao qui joue John, qui est Oui. bien. On peut citer Sinov Carlson que- qui joue Jocasta, Ah, qui a vraiment une... ouf. celle-là, on a envie de lui mettre des baffes. Hein. Ah, il y a un côté Mean Girls qui rend très très bien là-dedans, hein. Ça rend hyper bien, mais ouais, non, dans sa grande majorité, le casting est bon. Je reviens juste sur Thomasine McKenzie, Mm. qui est vraiment une actrice extrêmement talentueuse et qu'on voit pas assez, je trouve, dans le cinéma, Mm. alors que vraiment, elle est douée comme c'est pas permis. Leave No Trace, c'était vraiment un film où elle était bluffante du début à la fin, et là, ici, je trouve elle est vraiment brillante, et elle arrive vraiment bien à immerger le spectateur. Elle a un côté très émotionnel et pas Scream Girl, mais elle me rappelle beaucoup les actrices qui portaient des films comme Suspiria. J'ai plus le nom de l'actrice qui portait Suspiria. L'original Oui, l'original. C'est Jennifer Connelly. Voilà. T'es sûr que c'était Jennifer Connelly? Attends, ou alors c'est dans Phénoménal, Jennifer Connelly. Non, c'était phénoménal, Jennifer Ah. Connelly. Suspiria, c'était une autre actrice. Mais en tout cas, vraiment, elle me rappelle celle-là parce qu'elle a vraiment la même gueule. Enfin, elle a le même charisme, je trouve, Jessica Harper. Ouais. Elle a vraiment la même gueule que Jessica Harper et elle arrive à avoir ce côté très émotionnel sans avoir le côté Scream Girl. Et ce que j'aime beaucoup. En fait, on serait dans une des vidéos habituelles, donc où tu es en solo, ben, ce serait la partie donc, du casting où là tu mets les images d'écran en disant C'est ça. la personne que je retiens le plus, parce que effectivement, elle joue à la fois l'ingénue au début, elle joue la fille déphasée quand elle est confrontée à la vie étudiante et surtout la vie citadine, puisque elle vient des Cornouailles, elle se retrouve à Londres, ce qui est un contraste énorme. Mais elle joue aussi la femme fatiguée. Et là, je voudrais juste aller là-dessus pour un dernier élément. Tu disais que donc tu trouvais que perdait un petit peu de sa verve lorsqu'on était sur justement Héloïse seule, si j'ose dire, quand elle s'est détachée à fait. et qu'elle refuse maintenant les visions de Sandy. Mais à mon avis, c'est justement c'était un contre-emploi. Puisque justement, on a été plus avec Sandy avant, aussi bien émotionnellement. Donc du coup, on nous ramène du côté d'Héloïse pour... Voilà. Et ok. donc, c'est pour faire, à mon avis, une balance, afin justement de donner que tous les points de vue méritent d'être vus. Et là-dessus, évidemment, ça demandait un travail d'actrice très, très fort pour porter cette partie-là. Parce que justement, c'est à la fois une jeune fille qui est donc déphasée, qui est fatiguée parce qu'elle n'arrive pas à dormir, mais aussi une femme qui a été témoin de choses horribles et donc qui est quasiment dans un syndrome de stress post-traumatique et qui doit arriver à le dépasser. Et Tout à quand on sait à quel point justement, le côté stress chez les jeunes, chez nous aussi, enfin notre génération, ça peut être un élément central ou en tout cas
extrêmement violent, eh bien, arriver à le jouer et à le soutenir comme ça montre bien que c'est une actrice sur qui il faudra compter à l'avenir. Tout à fait, je suis complètement d'accord. Ah. On arrive à la fin de cette vidéo sur Last Night in Soho. Qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte? Pour moi, j'en retiens que c'est un film pivot. Edgar Wright était un cinéaste très intéressant, a étudié en école de cinéma au niveau technique et aussi au niveau scénaristique, puisque souvent c'est lui qui écrit ses scénarios il réussit très bien à les écrire, parce qu'ils sont toujours très intéressants à analyser. Et là, je pense qu'il essaye d'aborder une nouvelle phase de son cinéma, et donc je suis très curieux de voir l'évolution que ça va donner. Voilà. Eh ben, je suis complètement d'accord. Alors, bon, j'ai eu quelques réserves, j'en ai toujours. Pour autant, j'ai bien aimé ton point de vue parce qu'il m'a fait beaucoup changer mon regard autour du film. Je pense que d'ailleurs, j'irai le revoir pour justement revoir le film et me réimprégner un petit peu de ce regard que tu m'as aidé à avoir dessus. Moi, je pense, j'ai peur que Edgar Wright, parce que là, son prochain film, c'est supposé être Baby Driver 2. J'espère personnellement qu'il ne va pas faire ça et qu'il va se concentrer sur d'autres idées, un peu dans le même style que Last Night in Soho, où justement, il va expérimenter d'autres choses et il va aller encore plus loin. Parce que réellement, si le futur de son cinéma est à l'image de ce film, ça peut donner quelque chose de passionnant, de réellement prenant, parce que Last Night in Soho, mine de rien, ça reste un bel hommage à un certain cinéma, mais ça reste avant tout un film de genre pur et dur. Et clairement, l'année 2021 est vraiment une année pivot, je trouve, pour le cinéma de genre. On a pu parler de l'année 2020 ou de l'année 2019 avec des films comme Parasite ou des autres longs métrages de ce genre-là. Je pense vraiment que 2020 peut être un vrai pivot parce qu'on a eu beaucoup de films très intéressants depuis la réouverture des salles, des films qui arrivaient vraiment à aborder ce cinéma avec une patte nouvelle, et Last Night in Soho s'inscrit réellement dans cette vague et cette mouvance 2021 qui reconsidère beaucoup le cinéma de genre, qui a envie de le mettre en avant, qui certes prouve une énième fois que le public a beaucoup de mal avec le cinéma de genre, parce que Last Night in Soho c'est prévu et ça se voit à 10 km, ça va bider, mais on n'imagine même pas à quel point, ça me fait de la peine encore une fois, mais c'est pas grave, on est là pour le défendre nous, c'est le plus important, mais vraiment, ça montre à quel point l'année 2021 est pivot, qu'il va y avoir une prise de conscience que le cinéma de genre, c'est pas uniquement réservé à une certaine élite, que ça peut être ouvert à tous, et Last Night in Soho en est peut-être une des plus belles démonstrations, parce que c'est à la fois un film qui, je pense, peut être vu par tout le monde, fan de genre ou non, et les fans de cinéma de genre vont tout de même beaucoup aimer, parce qu'il y a quand même une vraie convocation d'un certain cinéma et d'une certaine manière de le regarder, et je pense que rien que pour ça, Last Night in Soho d'Edgar Wright, il faut aller le voir en salle, et c'est triste à dire, mais encore une fois, il faut soutenir ce genre de cinéma en salle, parce que si on ne le fait pas en salle, eh ben les auteurs en question, ils pourront pas continuer à faire des films comme ça. Et ça serait dommage parce que Edgar Wright, là, il a un vrai truc, et je pense qu'il peut l'explorer encore plus et le pousser encore plus loin, et potentiellement proposer des futurs chefs-d'œuvre, quoi. Si on peut vous donner envie d'aller voir ce film-là, alors nous aurons réussi notre mission et nous aurons sauvé Sandy. Exactement. Merci mon cher Mathieu d'avoir participé à cette petite vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. De toute façon, je me fais pas de soucis. On s'était vu pour Titan, on se revoit pour la Last Night in Soho. On aura l'occasion de se revoir, j'espère, avant la fin de l'année. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien d'aller voir des films. Et qu'on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Ah mais toi aussi, ce que tu as dit, ça m'a fait évoluer. Tu vois, on se fait évoluer plus, chacun. Tu vois, tu vas plus profondément dans la question technique.